Alors il s'est suicidé, donc on l'a dit, quelques jours après le crash boursier qui a eu lieu à New York le 24 octobre 1929, qui marquait vraiment le début de la fin des réjouissances. On ne savait pas jusqu'où ça irait, mais malheureusement c'est allé très très loin. Il s'est suicidé pas n'importe où quand même. Oui, dans l'ex-demeure de Châteaubriand à la Vallée-aux-Loups, qui avait été, dont le propriétaire à l'époque était le docteur Henri Le Savoureux, qui avait racheté cette demeure de Châteaubriand à la famille La Rochefoucauld, et qui avait créé une sorte de clinique, de maison de santé pour intellectuels dépressifs. Et d'ailleurs, ce docteur Henri Le Savoureux, il n'est pas très connu, mais il mériterait d'être connu plus, parce qu'il a été vraiment très actif. Il avait fait un petit cénacle d'intellectuels. Jean Paulhan est passé là-bas. Il y a plein de gens qui sont passés là-bas. Léoto est mort à la Vallée-aux-Loups. Donc c'était un endroit très important. Parce que c'est votre troisième biographie. Vous aimez vous consacrer très longuement à chacun des personnages. Non, je crois que je vais arrêter les biographies. Parce que là, c'était 15 années de travail pour Ivo. Pour Bob, c'était 14 ans avec Raymond Cousse. Donc voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a changé d'écrire cette biographie, de passer autant d'années? Parce qu'il faut quand même dire que les 2/3 de ce que vous écrivez dans cette biographie étaient totalement inconnus. Exactement. Alors, c'était très difficile parce qu'en fait, c'est une première biographie, comme celle d'Emmanuel Boeuf d'ailleurs. D'où la difficulté. Emmanuel Boeuf, il y avait des archives, parce qu'il y avait la fille d'Emmanuel Boeuf qui était encore vivante. Jacques Rigaud, il n'y avait plus personne, il n'a pas eu d'enfant, il n'y avait pas d'archives, donc tout était à faire. C'est pour ça que ça a pris 15 ans aussi. Donc vous êtes beaucoup baladé, vous êtes allé à New York. Je suis allé faire des recherches à New York, j'ai retrouvé des correspondances chez des petits-enfants, des enfants. Tout ça a pris vraiment, c'était très laborieux. De quoi vous êtes le plus content? De quelle trouvaille finalement? Les dernières trouvailles, à la Vallée-aux-Loups justement, j'ai retrouvé un collage réalisé par Jacques Rigaud, qui est très troublant et très bouleversant en même temps, où il a collé une sorte de visage sur du papier sans bouche, avec juste des yeux vides, et des articles de presse concernant des suicides. Et je l'ai authentifié évidemment, parce que l'archiviste qui avait trouvé ça ne savait pas qui avait réalisé ça, et j'ai tout de suite vu que c'était Rigaud. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous disait que c'était lui? Parce qu'il y avait des références à des gens qui connaissaient dans les collages des articles de presse. C'était des amis, certains de ses amis étaient évoqués dans ces articles de presse, et le style aussi. C'était un peu un collage, mais ça fait partie de son œuvre picturale. Donc il y a une œuvre picturale aussi? Complètement. Et aussi, j'ai retrouvé des photos à la Vallée-aux-Loups qu'il avait affichées dans sa chambre, dont une photo par exemple d'un revolver et des ampoules de morphine, qui avait été une photo qui a été faite par Jacques-André Boiffard, qui était le photographe des surréalistes, et qui avait pris cette photo en 1929, et il avait affiché cette photo dans sa chambre. Je serai sérieux comme le plaisir. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas de raison de vivre, mais il n'y a pas de raison de mourir non plus. La seule façon qui nous soit laissée de témoigner notre dédain de la vie, c'est de l'accepter. La vie ne vaut pas qu'on se donne la peine de la quitter. On peut par charité l'éviter à quelques-uns, mais à soi-même. Le désespoir, l'indifférence, les trahisons, la fidélité, la solitude, la famille, la liberté, la pesanteur, l'argent, la pauvreté, l'amour, l'absence d'amour, la syphilis, la santé, le sommeil, l'insomnie, le désir, l'impuissance, la platitude, l'art, l'honnêteté, le déshonneur, la médiocrité, l'intelligence. Il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Et cet extrait d'un article de Jacques Rigaud paru dans la revue Surréaliste Littérature, pour commencer déjà à planter le décor. L'œuvre de Jacques Rigaud, on vient d'entendre un extrait, il n'y en a pas beaucoup. C'est une œuvre qui est quand même très fine, rien ou presque. Oui, c'était une gageure, j'imagine, pour vous. Oui, c'était ce qu'on appelle un écrivain presque sans œuvre, on va dire, hein, comme l'a dit Jean-Yves Jouanet dans son essai Artiste sans œuvre.
Malgré tout, il a une œuvre, puisqu'elle est réunie aujourd'hui chez Gallimard dans la collection blanche. Depuis les années 70 d'ailleurs. C'est ça qui a été écrit. Exactement, qui a été retrouvé par Martin Kess, qui a été le premier à exhumer les textes de Rigaud et à travailler sur Jacques Rigaud. Mais son œuvre de son vivant, évidemment, elle est très mince. Il a publié 8 textes de son vivant, principalement dans les revues littérature. Donc la revue des surréalistes. Enfin, c'est la revue dadaïste, littérature dadaïste. Et voilà, et il tourne le dos un peu, il a un côté rimbaldien, Rigaud, parce qu'il part à New York à la fin de Dada, c'est-à-dire en 1923, et il arrête la publication. Il continuera d'écrire toute sa vie jusqu'à la fin, mais il ne publiera plus. Ce sera le silence éditorial définitif à partir de 1923. Il publie encore quelques lignes dans une revue d'avant-garde américaine qui s'appelle Little Review, dirigée par Jane Epp et Margaret Anderson. Toujours les petites revues un peu élitistes, un peu sur le côté, qu'on ne connaît pas très bien. Il n'y a pas de volonté de toucher le grand public chez les... Non, en fait, il suivait les préceptes d'Ada, de dire de ne pas faire de la littérature, de ne pas être un littérateur. C'est pour ça que Drieux enviait Rigaud aussi, parce que Drieux, il était un littérateur. Il ne voulait pas l'être, mais il l'a été. Alors que Rigaud était complètement libre. C'était un poète, Rigaud, en fait. C'est pour ça que je le compare à Rimbaud. D'ailleurs, il y a beaucoup il a un style rimbaldien, d'ailleurs, dans ses écrits, je trouve. Mais est-ce qu'il se sentait réellement libre ou est-ce que c'était pour refuser toute contrainte, y compris la contrainte du jugement des autres ou de la publication, qu'il a si peu laissé d'œuvre? Alors, il a un rapport à l'écriture qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne publie plus, mais il continue d'écrire, mais il écrit en désordre, sur des télégrammes, sur des menus de restaurants, des aphorismes, des choses... Il ne cherche pas à le garder, donc si ça disparaît, ça disparaît. Il les garde, parce qu'on retrouvera après sa mort quand même une valise, la fameuse valise qui n'était pas vide, qui était pleine de manuscrits quand même, qu'il avait conservés. Il a probablement brûlé des choses, parce qu'à un moment il le dit à Soupeau, qu'il a brûlé ses manuscrits, mais il a conservé quand même ces choses-là, même si c'était des feuilles volantes, etc. Il a conservé tout ça. Alors c'est quoi son rapport à la littérature? Est-ce qu'il apprécie au moins la littérature? Alors oui, parce que dans La valise vide, le fameux portrait charge de Drieux consacré à Jacques Rigaud, Drieux écrit que ce n'était pas un lecteur, etc. Mais en fait non, c'était justement à travers mes recherches, j'ai compris que Rigaud était qu'un grand lecteur. Il adorait Octave Mirbeau, il adorait Courteline. Mirbeau, c'est un écrivain un peu anarchisant, on comprend qu'il aime ça. Il lisait Flaubert, il a lu Jacques Vacher, enfin bref, mais il ne fait pas référence à la littérature dans son œuvre, pas souvent, il ne fait pas de critique de livres, etc. Il en parle un peu, c'est comme les drogues, d'ailleurs il ne parle pas beaucoup de drogue, pourtant il s'est beaucoup drogué, comme il écrit, les stupéfiants se passent de justification. À la limite, la littérature c'est la même chose pour lui, elle se passe de justification. Et Rimbaud, alors pourquoi vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez dit qu'il ressemblait dans son style un peu dans son style, je trouve qu'il a un style poétique qui ressemble étrangement à Rimbaud. Alors déjà, de par sa vie, le Harare de Rigaud, ça sera New York en fait. Et il part d'ailleurs avec des... Un peu plus de monde à New York qu'à Harare, bon. C'est ça, mais il part avec des idées de business, comme il disait à l'époque, de faire du commerce à New York. Il part pas pour faire de la littérature, il part pour faire fortune. Et il y croit vraiment. Donc, comme Rimbaud part en Abyssinie. Il ne va pas vendre des canons, mais il aurait pu, au final. Il aurait pu. Ça l'aurait pas dérangé. Ah non, ça l'aurait pas dérangé, je pense. Non, pas du tout. Et il fait un pastiche d'ailleurs dans son œuvre d'un célèbre vers de Rimbaud sur la chemise. Je sais plus, j'ai dû noter ça quelque part. Il faudrait que je le retrouve. Est-ce qu'on peut parler un peu de ses origines familiales? C'est aussi un fils de bourgeois, lui. De petit bourgeois. C'était vraiment la petite bourgeoisie. Donc son père était inspecteur au Bon Marché. Son père était l'enfant naturel d'un petit-fils de la famille Geoffroy Saint-Hilaire. En fait, la grand-mère paternelle de Jacques Rigaud avait été embauchée par la famille Geoffroy Saint-Hilaire comme employé de maison. Et ce fameux petit-fils de Geoffroy Saint-Hilaire en fait, a fait 2 enfants à la domestique. Et c'était des enfants naturels qui ont été reconnus, mais ils ont gardé le nom de la grand-mère paternelle, Rigaud. Est-ce que c'est pour ça que la femme du père de Jacques Rigaud, qui était d'ascendance noble ou de petite noblesse, elle avait une petite noblesse quand même. Elle méprisait un peu son mari. Voilà. Elle méprisait son mari, alors qu'elle-même n'était pas d'une grande ascendance. Donc bon, c'était un couple assez bizarre dans lequel Rigaud d'ailleurs étouffait. Il le dit bien souvent.
Il avait une pancarte d'ailleurs chez lui qui mettait sur la porte de sa chambre « Jacques dort, ne pas déranger ». Et dès qu'il pouvait s'échapper de sa famille, il le faisait. D'ailleurs, il a dit qu'il était ou qu'il se sentait vierge de toute filiation. Exactement, il disait qu'il n'avait pas de nombril, donc il efface la mère puisqu'il n'a pas de nombril. Hein. Donc c'est l'enfant sans nombril. Et Drieux le dit à un moment dans son Adieu à Gonza, il dit « Je t'ai vu bâiller devant ta mère comme devant un manet », quelque chose comme ça. Donc non, c'était... Alors il profitait évidemment parce vu qu'il n'avait pas d'argent, il restait chez ses parents. Il comptait sur eux financièrement. Puis après, les parents, ils en ont eu assez, ils l'ont lâché, quoi. Il était seul au monde, il se sentait seul au monde, et c'est peut-être pour ça qu'il a développé un goût de la provocation, pour se faire remarquer. Alors, je pense que c'était vraiment inné chez lui, comme disait Gabriel Pomeran, le lettriste, poète lettriste, en parlant de Rigaud. Il disait qu'il a été capable d'éblouir les éblouisseurs eux-mêmes, c'est-à-dire les dadaïstes. Il était dada avant les dadas. Et on le sent d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'il a joué un rôle essentiel au sein du mouvement dada. Il a participé à toutes les manifestations dada. Pendant le procès Barès aussi, il a été très provoquant, hein, quand même. Il a dit j'étais un embusqué pendant la guerre. Un embusqué, c'était la figure ONU. Des œuvres que vous écoutez, et vous êtes bien sur France Culture. Pour ouvrir notre série d'émissions sur les années 20, nous parlons de Jacques Rigaud, qui est un emblème de cette période, écrivain né à Paris le 30 décembre 1898, qui a eu une enfance heureuse. Vous dites même, Jean-Luc Bitton, que si Rigaud évoque rarement son enfance, elle n'en tient pas moins une importance capitale. Elle est une sorte de paradis perdu. Quel est l'enjeu finalement? Il a écrit « Le désir a été la sensibilité de mon enfance hein. ». Et cet enfant, il a fait les lycées de Montaigne, Stanislas, Louis le Grand. Il a eu une très belle éducation. Très belle éducation, une scolarité plus ou moins chaotique. Il commence par être un très très bon élève. Oui, il commence, et après ça décline. Hein. Il y a une sorte de décrochage scolaire qui se fait, il fait l'école buissonnière, il rencontre ses premiers amis au lycée, Charles Peignot, René Chaumette, qui deviendra le cinéaste René Clair. Et ensuite, il fait vaguement des études de droit pour faire plaisir à sa famille, mais il passe même par une banque. À un moment, il fait un stage dans une banque, et surtout, il sera le secrétaire particulier d'Abel Herman, brièvement, et après, plus longuement, celui de Jacques-Émile Blanche. C'est très beau cette citation que vous avez faite. Un passé joyeux révolu, son enfance où le désir s'écrit avec une majuscule. Le désir a été la sensibilité de mon enfance. Vous venez vous dire, Jean-Luc Bitton, quel désir, quel type de désir? Tous les désirs? Est-ce que c'est un enfant finalement vorace qui deviendra un adulte qui ne supporte plus d'avoir à disposition finalement cette enfance merveilleuse dans laquelle tous les désirs étaent possibles? Il y a quelque chose comme ça chez Rigaud. C'est vrai qu'il veut tout avoir, hein. Et il veut être le premier à l'avoir en plus, hein. Je crois dans une sorte de texte, il dit je voudrais avoir même ce que vous désirez, j'aimerais l'avoir avant vous, hein. Et toute sa vie est basée là-dessus et sur le rapport à l'argent aussi, pour lui, qui est très important. Il n'en a jamais, mais il en a besoin. Voilà, c'est ça. Il n'était pas fait pour faire de l'argent, mais il était fait pour en dépenser. C'est ce qu'avait dit, je ne sais plus quel témoin. Il excellait dans l'art de ne rien faire aussi. Ça, c'était joliment dit aussi. Mais le désir, donc, c'est vraiment le déterminant de sa vie. Le désir et le plaisir. Il a dit « je serai sérieux comme le plaisir ». Il fait encore une inversion de valeur, une sorte de formule oxymorique entre le plaisir et qui doit être quelque chose de sérieux, qui doit être... et le désir, c'est pareil pour lui. C'est des choses qu'on doit prendre au sérieux. Mais c'est la seule chose qu'on doit prendre au sérieux, le désir et le plaisir? Pour lui, je ne pense pas, parce que ses textes aussi sont beaucoup axés sur une sorte de métaphysique de la mort, du suicide. Il y a un vrai aussi discours, on va dire, intellectuel sur ces sujets qui sont pas si superficiels que ça. C'est pas un être non plus complètement superficiel, Rigaud.
Mais le désir et la mort, ça rappelle la petite mort, c'est un peu la même chose finalement, le sexe et la mort. Alors sur la sexualité, c'est vrai que Rigaud aussi, Drieux en parle à un moment dans Adieu à Gonzague, il dit en fait il l'a vu comme une sorte de libertin, un peu au regard froid, un peu. C'est-à-dire une sorte de jouissance froide, sans vraiment, sans sentiment, même s'il a été éperdument amoureux de sa riche américaine. Hein. Mais ils allaient au bordel ensemble avec Drieux. Il y avait ce côté un peu mécanique justement du plaisir et sexuel que Rigaud et Drieux pratiquaient ensemble. Jacques Rigaud, mon cher ami, était un personnage extrêmement sympathique, extrêmement gai, qui avait un sens de l'humour extraordinaire. C'était un garçon rieur. Je vous ai rappelé précédemment combien nous avions fait des 400 coups ensemble. Et il aimait le plaisir, il aimait les femmes, il aimait les camarades, il était très sensible à l'amitié. Et au fond, ce n'était pas du tout un personnage aussi sinistre qu'on veut bien le dire. Je l'avais connu quand il avait été le secrétaire particulier d'un peintre célèbre à cette époque qui s'appelait Jacques-Émile Blanche, qui a été le portraitiste de la comtesse de Noailles, d'André Gide, de Paul Valéry et de tant d'autres. Et Jacques Rigaud apportait chez Jacques-Émile Blanche, qui était un homme beaucoup plus âgé que lui, une sorte d'esprit d'enfant terrible, d'enfant de la maison, mais enfant terrible, qui était extraordinaire. Et Jacques-Émile Blanche avait l'habitude, comme c'était l'habitude à l'époque, de réunir ses amis à déjeuner ou à dîner. Et Jacques Rigaud, qui était au bout de la table, posait des questions absolument incongrues. Et ça amusait beaucoup tout le monde, et en même temps, ça les scandalisait beaucoup. Par exemple, je me souviens qu'il demandait à Gide « Pourquoi avez-vous un chapeau en forme de poire ?» Ou bien il demandait à Valéry « Mais est-ce que l'influence de la salade de betterave a plus d'importance que la salade de laitue sur votre prosodie ?» La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec cette anecdote toujours de Philippe Soupeau sur le caractère impertinent de Jacques Rigaud. C'est une scène qui se passe un peu plus tard dans sa vie que le moment des études dont on parlait à l'instant, Jean-Luc Bitton, mais on voit qu'il est un dandy. Il est presque un peu un hussard, si ce n'était pas anachronique de le dire, parce que les hussards c'est après la Seconde Guerre mondiale, mais il y a quelque chose de similaire. Une grande guerre, le sentiment que la destruction a fait son œuvre, et derrière des jeunes gens qui finalement se moquent de la vie, risquent leur vie, et pour qui ce qui compte finalement c'est de faire des coups et des coups d'éclat. C'est vrai. D'ailleurs, Rigaud continuera de risquer sa vie quand il raconte sa première tentative de suicide, où il appuie sur la gâchette et le coup ne part pas. Et il raconte toute la sensation qu'il a après cette mort non vécue, mais il pensait qu'il allait mourir. Alors quelle sensation décrit-il ? C'est une sorte de sensation de liberté totale, c'est-à-dire de se dire j'ai failli mourir, mais je suis encore vivant, et aussi ce pouvoir de l'avoir fait, d'avoir eu le courage d'appuyer sur la gâchette, d'avoir entendu le déclic, mais le coup qui ne part pas. C'est une sorte de la roulette russe, hein. C'est le jeu de la roulette russe. Hein. Donc c'était un homme en perpétuel sursis. Il vivait avec cette idée. Alors, il répète plusieurs fois dans ses textes, même dans ses correspondances, toute ma vie, j'aurais été un homme qui cherche à ne pas mourir. C'est un peu toute sa vie se résume jusqu'à la fin d'ailleurs, quand il envoie ses dernières lettres à Jacques-Émile Blanche. Il dit on aimerait que je travaille, que j'écrive, mais alors qu'aujourd'hui j'ai pensé pendant 1 heure, est-ce que je vais entendre la détonation quand je vais me tuer? Et pourtant penser, c'est une activité pour les gens pauvres, oui. Ça veut dire quoi ça? Bon, ça, il se moque un peu, on va dire, des poètes officiels, des poètes avec un H, comme écrivait Jacques Vacher. C'est-à-dire, voilà, pour lui, la pensée, et en plus trop penser, mène au suicide aussi. Il écrit ça à un moment. Hein. Donc, penser est une besogne de pauvre, oui. Alors on peut dire que c'est un nihiliste, un peu comme on a pu le dire des hussards, un peu comme on a pu le dire des écrivains fin de siècle.
C'est vrai on peut dire ça, il y a un côté nihiliste. On a parlé de cynisme aussi, mais là je suis moins d'accord. Je pense qu'il n'était pas si cynique que ça, Rigaud. Il avait un côté froid, comme ça, désengagé, détaché, nonchalant, qui fascinait d'ailleurs Drieu. C'est ça qui fascinait Drieu. On rappelle quand même que Drieu a écrit Feu Follet Oui. à partir du personnage qui est devenu donc Jacques Rigaud, mais à partir de Jacques Rigaud. Drieu, il a connu, on va dire, son cycle Rigaud, hein, qui lui a inspiré quand même ses meilleurs textes. Donc ça commence par La valise vide en 1923, qui est un portrait charge de Rigaud, qui fait grand bruit dans le milieu littéraire à l'époque, qui est publié dans la NRF. Ensuite, à la mort de Jacques Rigaud, après le suicide de Jacques Rigaud, Drieu évidemment culpabilise, hein, il dit c'est moi qui l'ai tué. Pourquoi ? Parce que Drieu a toujours considéré Rigaud comme on va dire, une sorte de... Il n'a jamais reconnu le talent de Rigaud en tant qu'écrivain, en tant que poète en tout cas. Parce qu'il n'avait pas d'œuvre, ou très peu. Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'il avait lu. Et d'ailleurs, Drieu, en 1930, après la mort de Rigaud, la NRF publiera des textes de Jacques Rigaud. Donc Drieu a lu les textes de Jacques Rigaud. Et je pense que Rigaud lui faisait lire ses ébauches. Hein. Donc, mais je pense que Drieu était envieux aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que Rigaud était complètement désengagé, il ne voulait pas être un littérateur, il voulait avoir une liberté totale sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il écrivait, alors que Drieu, lui, il était vraiment dans la littérature. Et il a écrit d'ailleurs Rêveuse bourgeoisie, par exemple, c'est un peu la rêveuse bourgeoisie, hein, Jacques Rigaud aussi. Oui, c'est vrai, ou dans Gilles aussi, on reconnaît un peu Rigaud, mais c'est surtout donc après la mort, c'est-à-dire qu'il écrit un adieu à Gonzague, qui est un court texte, hein, qui est vraiment écrit juste avant l'inhumation de Rigaud au cimetière de Montmartre, et qui est un texte, une sorte de mea culpa déchirant de la part de Drieu, mais qu'il ne publiera pas, qu'il mettra dans un tiroir, qui sera exhumé de la part du biographe de Drieu en 1963. En revanche, après, il écrira Le Feu Follet, qui sera publié en 1931 chez Gallimard, et qui raconte en fait les dernières 24 heures de son ami Jacques Rigaud. Alors, Drieu-La Rochelle, on sait très bien quel sera son destin de collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il devient directeur de la NRF. Tout à l'heure, je parlais des hussards, qui ne sont pas connus pour être très à gauche non plus. Oui. Cette espèce d'ambiance, finalement un petit peu sulfureuse, autour du coup de l'entourage de Jacques Rigaud, j'imagine que vous avez dû y réfléchir, vous avez dû vous interroger. Alors, j'ai rien trouvé de politique pendant mes recherches sur Rigaud. Bon, Drieu, à l'époque, de toute façon, n'était pas vraiment politique. Hein, il sera politique beaucoup plus tard, après la mort de Rigaud. Mais Rigaud, en tant que tel, avait des amis de gauche, de droite. Il n'y avait pas de volonté politique chez lui. Il n'évoque jamais la politique, d'ailleurs, dans ses textes ou dans ses correspondances. C'est l'amitié qui fonde son réseau. Oui, c'est une amitié d'ailleurs qui évoque Soupeau dans son témoignage. Hein, d'ailleurs, après il y a eu l'agonie des amitiés, comme dit Soupeau, mais pendant ces années folles, pendant ces années dadaïstes, c'était des amitiés très fortes qui se sont jusqu'à la fin d'ailleurs, parce que Drieu restera ami avec Jacques Rigaud. Et Rigaud restera ami avec les surréalistes aussi, même s'il participe au mouvement surréaliste, il restera très ami avec Breton, Picabia, Tristan Tzara. Alors quand même, ce nihilisme, ce dandisme, est-ce qu'il faudrait le remettre en cause, l'interroger, le condamner, pourquoi pas, en tous les cas, se demander si c'est une attitude qui permet une bonne entente de la société. Est-ce que c'est des questions aussi que lui pouvait se poser ou que vous vous êtes posé en écrivant cette biographie-là ? Il y avait un côté provocateur chez Rigaud, hein, c'est clair. Aujourd'hui, il y a des jeunes générations qui sont fascinées par lui, par ses textes, par sa vie, évidemment. Ce côté jusqu'au boutiste, ce côté pur aussi de Rigaud, de la pureté. Il y a aussi une dimension presque, on va dire, les fameux suicidés de la société, hein, dont fait partie Rigaud, Vacher et Cravant. Qui finalement qui meurt pour racheter la médiocrité de notre société. C'est un peu ça, dans la version Artaud-Van Gogh. Et une impossibilité de vivre dans la médiocrité. Exactement.
c'est une impossibilité qui finalement n'est presque pas théorisée, c'est une impossibilité qui est absolument ressentie par eux. Qu'ils vivent, bien sûr. Même quand il se marie avec cette riche américaine à New York, il n'est pas dupe, Rigaud. Il sait que son mariage va aller à volo. Ça ne va pas durer. Donc il est dans la Rolls-Royce, mais il ricane. C'est sa seule manière de s'en sortir? En fait, il a suivi le conseil de Breton qui était épouser des femmes riches, éviter le journalisme et tout ça. Il vaut mieux épouser des femmes riches. Le feu de la Première Guerre. Anjou Rigaud. La mort à rebours. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Le beau dandy de Dada. Seigneur, ne vous fichez pas de moi. L'écriture comme une répudiée. Aidez-moi, j'aiderai le ciel. Le plaisir au désespoir. J'ai besoin de croire à mon inexistence pour continuer à vivre. Ni homme, ni Dieu. Plus d'image. Dilemme. De deux choses l'une. Ne pas parler, ne pas se taire. Suicide. D'aphorismes écrits de Rigaud, lui ici par Grégoire le Prince Ringuet. Jean-Luc Bitton, avant de revenir à sa vie, puisque c'est surtout sa vie qu'on connaît, l'œuvre étant très mince, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on a entendu là, c'est un bon exemple de la littérature de Rigaud, ce côté très fragmentaire, cette espèce d'images qui partent comme ça, un peu comme des fusées? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est très moderne. Hein. C'est lui qui a inventé cette écriture fragmentaire et d'aphorismes. Et il tourne autour de ça tout le temps. Alors il essaye de faire des ébauches de textes, mais je ne pense pas qu'il n'était pas intéressé par le roman. D'ailleurs, il y a un moment il dit que j'aimerais bien écrire un livre sur l'incapacité d'écrire. Donc c'est un peu paradoxal. Et il tourne autour de ça, et c'est pour ça que c'est un poète, c'est pas un écrivain. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Rimbaud. C'est vrai, j'ai retrouvé ce pastiche de Rimbaud. J'ai trouvé un jour ma chemise assise sur mes genoux, je l'ai appelée beauté, je suis depuis un peintre de chemise. Voilà, ça c'était Rigaud. Ce côté, on va pas sicher, mais on fait presque mieux que Rimbaud. Et son écriture est moderne, très contemporaine. C'est ça qui est remarquable chez Rigaud dans son écriture. C'est qu'aujourd'hui, certains de ses amis de l'époque sont illisibles, alors que lui reste lisible. On y retrouve quoi? Du Apollinaire, on y retrouve... Il y a du Lautréamont aussi, il y a du Lautréamont, il y a plein d'écrivains ensuite aussi contemporains qui vont être fascinés par l'écriture de Rigaud. Il y a Lucas Laferte par exemple qui considérait Rigaud comme un de ses mentors dans son panthéon de la littérature. Alors quelle est sa place parmi les gens du mouvement Dada? Parce que revenons un petit peu à ses années de lycée, ses études donc vont de plus en plus à volo, et puis à un moment, je crois que c'est en 1915, il a 17 ans, il connaît un premier décrochage scolaire que vous, un peu malicieusement, vous mettez en relation avec l'année de l'ouverture à Zurich de la boîte de nuit du cabaret Voltaire, où va naître précisément le mouvement Dada de Tristan Tzara. C'est vrai. C'est à cette époque-là qu'il quitte l'école, au même moment où le Dada va essaimer dans le monde entier. Et Dada arrivera à Paris en 1919 avec Tristan Tzara, en fait, qui va arriver à Paris. Il ne rencontrera pas Dada tout de suite, en fait. Rigaud, il rencontre d'abord Breton,
qui va lui être présentée par une de ses amies, Simone Kahn, qui sera la future épouse de Breton ensuite. Une très grande amie d'ailleurs. Très très grande amie, c'est vraiment avec Colette Clément et Maxime François Poncet, c'était vraiment un trio d'amitié. Et c'est Simone Kahn qui va présenter Rigaud aux dadaïstes en fait, qui va introduire Rigaud au célèbre café Certa, le lieu de rendez-vous des dadas. Alors il paraît que quand il est entré au café Certa, tout le monde s'est retourné. Oui, ils ont eu le souffle coupé déjà. Le garçon le plus beau qu'ils aient jamais vu. C'est vrai que bon, c'est pas tellement ce que les photos semblent. Alors ça dépend, c'est étonnant. S'il y a des gens qui le trouvent très beau, puis il y a d'autres gens qui le trouvent moins beau. Moi, je trouve qu'il avait surtout, je pense qu'il avait un charisme extraordinaire. Ouais. Plus que une beauté physique, il était beau. C'était quelqu'un. Il y a beaucoup de photos de nu de lui, même que j'ai retrouvées sur la plage. Il est magnifique. Et vous montrez d'ailleurs ces photos dans votre biographie, des photos de nu en groupe d'ailleurs aussi. Oui, c'était l'époque était au libertinage aussi dans ce milieu-là. Donc il y avait aussi Laure Peignot, il y avait Charles Peignot, donc il y a sa sœur qui était la future Laure. Il y a eu plein de... C'était très libertin. C'était très libertin. Donc il y a un petit peu ce petit groupe d'amis, des garçons, des filles, Drieux-La Rochelle, Colette, Simone, et tous ces gens-là vivent un petit peu ensemble. Comment ça se passe finalement? Alors, tous participent au mouvement Dada. Simone Kahn aussi assiste aux manifestations Dada, Colette Clément. Et en fait, les couples se forment et se défont aussi. Rigaud donc participera tout de suite au mouvement Dada en 1920. Et à partir de ce moment-là, il deviendra une des figures centrales du mouvement Dada. C'est-à-dire qu'on retrouve sa signature dans les tracts Dada, on retrouve sa signature dans les communiqués de presse Dada. À partir de 1920, octobre 1920, il fera partie de toutes les manifestations Dada, les premières expositions de Max Ernst, de Man Ray. Il sera très actif. Ouais. Il est plus dadaïste que les dadas finalement. C'est le roi des dadaïstes. Il était né dada, c'est ce que j'ai écrit à un moment, c'est-à-dire qu'il était fait pour dada en fait. Et pourtant c'est de Breton dont on se souvient, c'est de Tzara dont on se souvient. C'est vrai qu'il était peu bruyant, en fait. Donc du coup, mais en même temps, quand j'ai fait mes recherches, j'étais étonné que tous les gens qui ont croisé ou rencontré Jacques Rigaud à cette époque-là se souvenaient de lui. Ouais. Se souvenaient mais parfaitement de lui. Donc je pense que c'était quelqu'un qui avait vraiment une présence incroyable. Dada, c'est plutôt après la guerre. C'est même 1920, l'arrivée de Tzara à Paris. On a commencé à évoquer tout à l'heure les années de guerre de Rigaud. Il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin, Jean-Luc Bitton, parce que c'est quand même 3 années de guerre. Alors la première chose à dire, c'est que c'est lui qui s'engage volontairement. Exact. Il s'engage volontairement. Alors l'engagement volontaire, c'est intéressant parce qu'en fait ça vous permettait de sauver votre peau. Parce paradoxalement. Paradoxalement, vous pouviez choisir votre corps d'armes quand vous vous engagez volontairement. Alors que si vous étiez un simple appelé, vous étiez directement au fond dans les tranchées. Donc lui, Rigaud, en tant qu'engagé volontaire, il choisit l'arrière-front, il choisit très en arrière. L'artillerie lourde. Donc c'est-à-dire c'est très loin des tranchées. Alors, il sera malmené une fois. Dans une lettre, il dit qu'il a été malmené, mais il s'ennuie la plupart du temps, comme beaucoup de soldats de... C'est le spleen de 14. Exactement, de l'arrière-front. Alors il trouve ça joli, il voit les choses dans le ciel comme Apollinaire, mais sinon il s'ennuie beaucoup. Mais alors pour quelqu'un qui a la vocation du suicide quand même, il ne va pas tellement au contact avec l'ennemi. Il pourrait dire un peu comme Junger, l'orage d'acier c'est merveilleux, mais non, lui il est resté quand même en arrière. C'est vrai, et... alors, il est touché par la mort de son ami, évidemment, là c'est un électrochoc quand même. Son ami qui meurt en Bretagne, encore plus à l'arrière. Maxime François Poncet, qui est par un éclat d'obus, qui est touché par un éclat d'obus. Et là, on sent que tout d'un coup, il y a une sorte de faille qui se crée en lui. Il est confronté à la réalité de la guerre, c'est-à-dire à la mort d'un être cher. Et là, c'est différent. La faille, elle a peut-être commencé aussi plus tôt. On dit qu'à 17 ans, il a déjà tenté de se suicider une première fois. Vous n'êtes pas catégorique là-dessus? Oui. Il y a des sortes des témoignages. J'ai jamais eu de preuves vraiment
Mais il y a quelques personnes qui disent ça, qu'il a fait une première tentative de suicide à l'adolescence. Ouais. Mais en tout cas, c'est pendant la guerre qu'il découvre la drogue. Exactement. Donc la fêlure, elle est peut-être là aussi encore davantage. C'est vrai, il parle de la cocaïne, qu'il prendrait de la coco, comme on disait à l'époque, pendant De la la guerre. cane, comme il dira La cane, aux États-Unis. cocaine, oui, c'est vrai. C'est intéressant, ça, sur le langage, l'argot, concernant les drogues. Ouais. Et il sera initié donc à la drogue pendant la guerre. Et en fait, ça serait pendant les années dadaïstes, où là, tout le monde fumait de l'opium. Il y avait des fumeries d'opium partout dans Paris. Donc là, il part. Ensuite, ça sera crescendo, ça sera la morphine, ça sera l'héroïne à New York, où il découvre l'héroïne à New York d'ailleurs, ce qui n'existait pas en France. Grimpé sur mon piano, je suis l'antéchrist coiffé d'un entonnoir de gramophone. Prestige de la démence. Faire une chose qui soit complètement inutile, un geste pur de cause et d'effet. Jusqu'ici, comme ailleurs celui de la pesanteur, c'est le règne de l'utilité. Désormais, par l'absurde, je vais m'évader. L'orgueil amer de se sentir sans origine. Creux comme un mirliton, je circule à l'incertaine poursuite de tout ce qui pourrait remplir cette concavité. Je n'imagine rien d'aussi sec que moi. Je ne tiens à personne ni à rien. Je n'attends rien. Je me rappelle avoir éclaté de rire. Je me rappelle avoir eu l'échine glacée à la pensée de la gloire. Je me rappelle avoir été ardeur d'amour. Il n'y a plus aucune vie en moi. En dehors de l'ennui, je ne me trouve pas. Je n'ai pas de place. Souris-moi. Regarde-moi. Et je te souris. C'est un autoportrait que cet extrait des Propos amorphes lu par Dominique Noguez. Par l'absurde, je vais m'évader.